Alors, une population de particules pourra être caractérisée par la distribution granulométrique, c'est une propriété très importante, mais il existe d'autres propriétés qui sont très utiles lorsque l'on va ensuite traiter les différents procédés, étudier les différents procédés dans lesquels vont être mises en œuvre ces différentes particules. Alors, tout d'abord, les masses volumiques. On va pouvoir définir la masse volumique apparente, qui est tout simplement le rapport entre la masse et le volume de particules. Ce n'est pas forcément si facile à mesurer. On va utiliser par exemple une éprouvette graduée dans laquelle on va déposer nos particules. La difficulté, c'est qu'il faut remplir notre éprouvette en essayant d'avoir une surface à peu près plane pour pouvoir être capable de mesurer le volume correspondant. Mais il ne faut pas tasser la poudre, puisqu'on cherche à mesurer la manière dont elle se présente sans tassement particulier. Donc, souvent, on va faire ça en utilisant un entonnoir pour pouvoir remplir l'éprouvette. Et donc, c'est quelque chose d'assez délicat, même si sur le principe, c'est très simple, pour obtenir quelque chose de correct. Alors, le volume que l'on va mesurer, c'est le volume total. Donc, on va mesurer le volume comme ceci, en lisant tout simplement la graduation sur l'éprouvette, puisque c'est le volume total, y compris la porosité intragranulaire et intergranulaire. Évidemment, la porosité dans les grains, forcément, on va en tenir compte, mais on tient compte aussi de la porosité autour des grains, puisque entre les différentes particules, en fonction de la manière dont elles se sont empilées dans notre éprouvette, eh bien, il va y avoir de l'air en général ou éventuellement une atmosphère contrôlée. Donc c'est vraiment le volume total de cet échantillon. Pour ce qui est de la masse, c'est beaucoup plus simple, il suffit d'avoir taré l'éprouvette avant et de mesurer la masse correspondante. Et en faisant le rapport des deux, on obtient donc cette fameuse masse volumique apparente. Pour ce qui est de la masse volumique tassée, en fait, on va garder cet échantillon et on va tapoter l'éprouvette. Alors, soit on le fait à la main, soit on va le faire en utilisant un petit dispositif qui va donc taper l'éprouvette pour tasser la poudre à l'intérieur de l'éprouvette, de l'échantillon. Et donc, en fait, on va répéter ce tassement, ce petit tapotement, jusqu'à ce que le volume ne diminue plus. Et donc, c'est une fois qu'on aura obtenu ce volume minimum qu'on pourra calculer la masse volumique tassée, donc en faisant le rapport entre toujours la même masse de l'échantillon, elle n'a pas changé, et le volume qui est donc inférieur au volume qu'on avait eu ici quand on avait la masse volumique apparente. On peut aussi définir la notion de porosité qui se note généralement epsilon et qui va faire référence à la masse volumique théorique. Alors, ce n'est pas toujours une donnée qui est facile à obtenir. La masse volumique théorique, c'est la masse volumique du solide dense correspondant à la composition des grains. Donc, vous imaginez que si on a un corps pur dans notre particule, ça peut être relativement simple. On a d'assez bonnes chances dans les bases de données, dans les handbooks, d'avoir la valeur du solide dense correspondant. Quand on a un mélange, imaginez un médicament par exemple, ça peut être beaucoup plus compliqué. En tout cas, il faut essayer de se débrouiller pour avoir cette information, pour pouvoir remonter à cette porosité. Donc, avec la définition qui est indiquée ici, tout simplement, à partir de la mesure de masse volumique apparente et de la connaissance de la masse volumique théorique, on peut obtenir la valeur de la porosité. On peut éventuellement définir la porosité intergranulaire et la porosité intragranulaire. Alors, quelque chose de très important pour la mise en œuvre des poudres dans les procédés, mais il n'y a pas de définition unique, universelle pour définir cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la coulabilité. En fait, c'est l'aptitude de nos poudres à s'écouler. On se doute bien que lorsqu'on va avoir à les mettre en œuvre dans nos procédés, ça va être une propriété importante. Et donc, contrairement à la masse volumique, la composition, etc., on n'a pas de définition unique. On a différentes manières d'essayer de caractériser cette aptitude à l'écoulement. Alors ici, j'en mentionne quelques-unes, mais il y en a d'autres. Vous avez la possibilité de calculer, à partir des masses volumiques apparentes et tassées, le rapport d'Hausner, qui est tout simplement le rapport entre la masse volumique tassée et la masse volumique apparente. Et en fonction de la valeur de ce rapport d'Hausner, vous voyez ici, en fonction de la gamme, eh bien, on va faire un diagnostic sur la qualité de la poudre. Est-ce qu'elle va s'écouler bien
donc ça c'est quand le rapport Dössner est relativement faible, ou est-ce qu'au contraire, elle est très cohésive, c'est le cas de la farine par exemple, où on a une grande différence entre la masse volumique apparente et la masse volumique tassée, et donc avec une poudre qui va être cohésive. De la même manière, on peut définir l'indice de quart, donc il y a une définition relativement proche mais un tout petit peu différente, donc en fait c'est la différence entre la masse volumique tassée et la masse volumique apparente divisée par la masse volumique tassée, qui nous donne la valeur de cet indice de quart. Et de la même manière, vous allez trouver dans le document un petit tableau un peu semblable à celui-là, qui va donner en fonction de la valeur de cet indice de quart, un diagnostic sur la poudre, sur sa capacité à s'écouler facilement ou pas. On peut donner des choses un peu différentes en définissant des angles caractéristiques. Alors, l'angle caractéristique le plus couramment utilisé pour définir la notion de coulabilité, c'est l'angle de talus. Donc en fait, on va tout simplement, sur une surface plane, réaliser un tas de poudre, donc ça va se présenter sous la forme d'un cône, et on va mesurer donc l'angle que forme ce cône par rapport à la surface horizontale sur laquelle on a déposé ce tas. Donc cet angle de talus, donc, qui est un angle de talus statique, on peut aussi définir des angles de talus dynamiques avec un tambour tournant par exemple, va donner une information sur l'aptitude à l'écoulement. Même chose, vous retrouvez dans le document, en fonction de la valeur de l'angle, on va avoir une information sur la capacité de la poudre à s'écouler plus ou moins bien. Et vous allez voir que la gamme de variations finalement est assez restreinte pour passer d'une poudre qui va bien s'écouler à quelque chose qui s'écoule très mal. Alors, je mentionne d'autres angles qui ne vont pas forcément caractériser uniquement l'aptitude à la coulabilité. C'est l'angle de glissement. Donc là, le principe, c'est que vous avez donc votre surface horizontale ici. Vous avez une plaque dans un certain matériau. Et en fait, ici, on va caractériser le couple du matériau de la plaque et de la poudre qu'on cherche à caractériser. Si on a un matériau du type une plaque de verre, par exemple, quelque chose d'extrêmement lisse, ou au contraire une plaque en fonte, mettons, avec quelque chose de beaucoup plus rugueux, on aura des résultats différents. Donc le principe, c'est qu'on va déposer notre échantillon de particules sur cette plaque, qui est horizontale au départ, et puis on va incliner la plaque, donc c'est ce qu'on voit ici, et à un certain moment, les particules qui sont posées sur la plaque vont dégringoler. Et donc, pour l'angle correspondant, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle l'angle de glissement. Dernier angle que je peux mentionner, je vous ai dit, il y en a d'autres, hein, c'est l'angle de frottement interne. Donc lui, il est intéressant, par exemple, quand on va s'intéresser aux problématiques de vidange des stylos. Donc en fait, on va avoir un récipient qui contient un échantillon de poudre. Donc il faut essayer de faire le remplissage sans tasser pour avoir quelque chose qui représente le comportement de la poudre. En fait, dans le fond du système, vous avez un orifice qui au départ est bouché et vous allez ouvrir cet orifice, donc laisser s'écouler naturellement la poudre qui se trouve à l'intérieur du récipient et ensuite revenir à la mesure de l'angle. C'est pas toujours très facile à faire. Donc de l'angle de frottement interne ici, donc qui va caractériser en fait les frottements entre les particules, alors qu'ici avec l'angle de glissement on regarde l'interaction entre particules et parois. Donc ça va nous donner aussi une information sur la manière, la capacité d'une poudre à s'écouler. Alors je vous disais que quand on fait le remplissage de ce système, on fait attention de ne pas tasser, ou au contraire on va regarder quel va être l'angle de frottement interne quand on a une poudre tassée, qui peut aussi être une information intéressante, toujours avec cette problématique des silos notamment. Alors, il y a quelques autres caractéristiques que l'on peut mentionner qui peuvent avoir une très grande importance dans certains domaines d'application, par exemple la catalyse, qui dans d'autres cas seront un petit peu moins primordiales, disons. Alors, vous avez ce qu'on appelle la surface spécifique, donc, qui va être mesurée par exemple par une méthode de mesure assez connue qui s'appelle la méthode BET, vous pourrez regarder plus en détail de quoi il s'agit, donc qui va permettre d'arriver à une mesure donc, de surface spécifique, donc c'est une surface par unité de volume, qui va caractériser en fait, le fait que vous ayez des particules très poreuses avec de la surface interne qui va être développée de manière importante. Et on comprend bien qu'en catalyse, c'est quelque chose qui pourra être intéressant et aussi important à quantifier. On peut aussi regarder ce qu'on appelle la
porosimétrie. Donc en fait, on va chercher à caractériser la distribution de taille de pores à l'intérieur d'un solide poreux, évidemment. Donc encore une fois, en catalyse, ça peut être très important. Donc là, il existe différentes techniques pour mesurer ça. Et on va avoir une distribution de taille de pores, pas une distribution granulométrique, pour essayer de regarder quel est le nombre de pores de telle ou telle taille dans notre échantillon. Donc ici, je mentionnais de manière assez générale et assez rapide les différentes grandes propriétés qui vont permettre de caractériser une population de particules. Et on va pouvoir voir ensuite dans des différents exemples, pas seulement dans le cours qui va suivre, mais dans tout un tas d'autres, vous verrez par la suite, comment on va utiliser ces différentes caractéristiques quand on va étudier le transport ou la mise en œuvre des poudres dans nos procédés.